Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, nous allons parler d'Albert Camus comme un journaliste. Normalement, quand nous écoutons le nom Camus, notre pensée se remplit avec les noms des romans qu'il écrivait, par exemple L'étrangère, La chute et Le premier homme, où nous pensons du mythe de Sisyphe et l'homme révolté. Celui-ci, le dernier livre que je viens de mentionner, est important pour comprendre l'article qu'on va lire aujourd'hui. Camus est né en Algérie et il y restait jusqu'en 1940. Là-bas, il était parti de la gauche, mais il gagnait son pain en étant un journaliste. Le journalisme resterait la profession autant proche à lui qu'être un écrivain des romans. En Algérie, il écrivait pour un journal à gauche qui s'appelait Alger Républicain. En 1940, ce journal était interdit par le gouvernement et après ça, Camus a déménagé à Paris et continué sa profession de journalisme avec Paris Soir. À son arrivée à Paris, il se trouvait au milieu de la Deuxième Guerre mondiale. Il a commencé à travailler pour un autre journal, Combat, lequel était dédié à la résistance pendant la guerre. Et même après la guerre a terminé, il continuait à écrire dans Combat en écrivant des miracles de la littérature que nous déjà connaissons. Le point majeur de cette petite biographie en concentrant sur le journalisme est que Camus soit un écrivain grâce à son travail constant dans les journaux politiques. Si on lit ses articles en lisant ses romans ou essais, il nous aiderait bien à comprendre le symbolisme qu'il emploie dans son œuvre. Nous allons le faire maintenant. Nous allons lire un article connu de Camus qui a été publié en novembre 1948 intitulé « Le siècle de la peur dans Combat ». Mais je dois dire que notre but ne soit pas seulement de comprendre le symbolisme de l'œuvre camusienne ou ses croyances à l'égard de la politique. Cet article nous donne l'opportunité de comparer le 21e siècle avec le siècle précédent, en comparant comment les sciences et les techniques que les gouvernements emploient partout dans le monde soient ou bien fortifiées ou bien affaiblies. Clause de non-responsabilité. Nous serons étonnés encore. Si Camus aurait écrit cet article hier, il aurait été un article sur notre siècle, sauf que nous aurions eu plus de mention des moyens de répression. Mais surtout, nous pouvons regarder des valeurs du journalisme que Camus considère dignes de porter par une personne qui s'appelle un journaliste. Le titre de cet article, « Le siècle de la peur », est choisi par Camus pour aborder le sujet très proche de lui. C'est le sujet de la violence. Il se trouve dans chaque roman, chaque pièce de théâtre et chaque long essai que Camus a écrit. Ici, il en commence son discours comme ci. Citation. Le XVIIe siècle a été le siècle des mathématiques. Le XVIIIe siècle, c'est celui des sciences physiques. Et le XIXe siècle de la biologie. Notre 20e siècle est le siècle de la peur. On me dira que ce n'est pas une science. Mais d'abord, la science y est pour quelque chose. Puisque ces derniers progrès théoriques l'ont amenée à se nier elle-même, et puisque ces perfectionnements pratiques menacent la terre entière de destruction. De plus, si la peur en elle-même ne peut être considérée comme une science, il n'y a pas de doute qu'elle soit cependant une technique.
Dès la lumière du XVIIe siècle, la moelle vertébrale du progrès était la science. Au commencement du projet de la lumière, il y avait ce rêve de sortir l'ombre des dogmes stricts de religion, et la science aiderait l'humanité à marcher vers la lueur de connaissance, la lueur de l'espoir. C'était presque décidé parmi des intellectuels qu'après avoir établi des règles naturelles du monde, l'humanité va les utiliser pour matérialiser la vérité qui semblait loin d'acquérir. Même dans nos fantaisies. C'est quoi exactement? C'est ça, simplement. L'année prochaine serait mieux que l'année précédente. Mais Camus nous rappelle la condition fondamentale d'être humain. Si on se concentre sur l'aspect matériel du progrès, comme la science avait toujours visé, on tue l'esprit, on tue la moralité, on tue en fait l'humanité. Presque 2 ans et demi avant, il a publié cet article, le 28 mars 1946. Camus était invité par l'Université de Columbia pour donner une conférence. Son discours est intitulé « La crise de l'homme » et il y dit que la technologie de la peur a réussi au fil des siècles de transformer le jugement de valeur de la base de la dignité humaine à la base de l'efficacité de brûler des humains. Adorno disait aussi que l'Holocauste n'aurait pas été possible sans le projet de la lumière. La technologie qui a promis d'aboutir l'humanité vers le sommet de la lumière est tombée elle-même dans les mains de ceux qui ne veulent que l'ombre partout. Le progrès devenait un synonyme de la peur au XXe siècle. Camus n'est pas contre le progrès. Il voulait expliquer que le vrai progrès a une relation avec l'avenir de l'humanité, avec le futur de la civilisation. En 1948, les jeunes pensaient de leur avenir comme ça. Citation. Ce qui frappe le plus, en effet, dans le monde où nous vivons, c'est d'abord, et en général, que la plupart des hommes, entre parenthèses, sauf les croyants de toutes espèces, sont privés d'avenir. Il n'y a pas de vie valable sans projection sur l'avenir, sa promesse de mûrissement et de progrès. Vivre contre un mur, c'est la vie des chiens. Eh bien, les hommes de ma génération ou de celles qui entrent aujourd'hui dans les ateliers et les facultés ont vécu et vivent de plus en plus comme des chiens. Camus est furieux. La science qui promettait le progrès a volé son avenir. Il n'y a pas de progrès sans l'avenir. Il y a des loups qui présentent des pièges de profit un futur, de la liberté d'expression, d'enlèvement du terrorisme, et nous qui sommes publics comme des chiens, nous sommes attrapés par la chair, le plaisir et le futur. Tout illusoire. Nous sommes exploités toujours en enrichissant des moyens de piège. Et qu'est-ce que nous gagnons à la fin? Rien du tout. Rien du tout. Juste un mur où nous trouvons la poignée avec les cordes qui nous emprisonnent. On regarde des injustes, on regarde qu'ils volent. Mais la permission d'utilisation des violences légitimes reste toujours avec ceux qui ont le pouvoir. Après avoir représenté le monde avec le symbolisme, Camus nous présente la fondation de l'idéologie qui est responsable pour cette horreur. Citation. Naturellement, ce n'est pas la première fois que des hommes se trouvent devant un avenir matériellement bouché. Mais ils ont triomphé ordinairement par la parole et par le cri. Ils en appelaient à d'autres valeurs qui faisaient leur espérance. Aujourd'hui, personne ne parle plus, entre parenthèses, sauf ceux qui se répètent.
Parce que le monde nous paraît mené par des forces aveugles et sourdes qui n'attendront pas les cris d'avertissement, les conseils, les supplications. Quelque chose en nous a été détruit par le spectacle des années que nous venons de passer. Et ce quelque chose est cette éternelle confiance de l'homme, qui lui a toujours fait croire qu'on pouvait tirer dans notre homme des réactions humaines en lui parlant le langage de l'humanité. Nous avons vu mentir, avilir, tuer, déporter, torturer. Et à chaque fois, il n'était pas possible de persuader ceux qui le faisaient de ne pas le faire. Parce qu'ils étaient sûrs d'eux et parce qu'on ne perçoit pas une abstraction, c'est-à-dire le représentant d'une idéologie. On croit dans notre enfantillage que les hommes qui éclatent la guerre vont l'arrêter parce qu'ils comprennent qu'est-ce que nous parlons. Après quelque temps, ils adouciraient son haine et laissent la faire. Camus veut ouvrir nos yeux à la vérité terrible et dégoûtante. C'est la même vérité que Simone Weil nous a aussi rappelé. Les opprimés n'ont pas de langue. Dans les idéologies courantes de l'époque, nous n'avons que la langue de la classe dirigeante. Camus dit que quelque chose en nous a été détruit par le spectacle des années que sa génération venait de passer. Et ce quelque chose est cette éternelle confiance de l'homme. Lisez ça et regardez les événements qui nous entourent aujourd'hui. Nous regardons la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Nous regardons la guerre entre Israël et la Palestine. Nous regardons les guerres en Afrique. Nous regardons qu'est-ce qui se passe en Syrie et au Liban. Nous regardons des ombres de guerre nous enveloppent à chaque moment. Et nous savons aussi qui sont responsables. Mais comme Camus dit, nous n'avons plus de confiance de l'homme. Nous n'avons plus de courage de parler. Ici, Camus vise aux journalistes. Nous savons des mensonges qui remplissent nos têtes chaque soir. Nous regardons des torturés, des tués, des déportés. Le journaliste aujourd'hui a besoin de parler de l'idéologie de la peur. Il doit déchiffrer ces mensonges et se lever contre cette force de propagande qui n'est que la langue de pouvoir. Camus luttait toute sa vie contre des forces dirigeant la peur. On doit le faire parce que les conséquences de cette ère à ce moment-ci sont aussi graves que comme Camus explique ci. Citation. Le long dialogue des hommes vient de s'arrêter. Et bien entendu, un homme qu'on ne peut pas persuader est un homme qui fait peur. C'est ainsi qu'à côté des gens qui ne parlaient pas parce qu'ils le jugeaient inutile, s'étalait. Et s'étale toujours une immense conspiration du silence, acceptée par ceux qui tremblent et qui se donnent de bonnes raisons pour se cacher à eux-mêmes ce tremblement. Et suscitée par ceux qui ont intérêt à le faire. Vous ne devez pas parler de l'épuration des artistes en Russie, parce que cela profiterait à la réaction. Vous devez vous taire sur le maintien de Franco par les anglo-saxons, parce que cela profiterait au communisme. Je disais bien que la peur est une technique. 3 ans après 1948, en 1951, le livre le plus important en termes de politique serait publié par Camus intitulé « L'homme révolté ». Ça serait le livre qui va plus ou moins détruire l'amitié entre Camus et Sartre. La question fondamentale qui va déchirer cette relation serait l'usage de la violence en politique. On peut regarder ici les semences des idées desquelles Camus parle en l'homme révolté.
La violence est utilisée par un homme qui ne veut pas être persuadé. Et chacun qui dit un mot contraire de ses chefs de la terreur serait enlevé. La personne qui reste silence contre la terreur à ce moment-ci est aussi coupable que des gens qui sont à côté de la terreur. Nous trouvons encore le standard du vrai journalisme ici. Nous devons chercher des personnes qui sont mises en silence par la peur. Ce sont à côté de la vérité. Le pouvoir suscité par la peur est effrayé par du monde. Camus sait le pouvoir des mots et surtout il sait comment agrandir ce pouvoir. Chacun de nous a responsabilité de parler contre la peur. Bien sûr, il y a des limites de la liberté de l'expression, mais un mot contre la terreur ne serait jamais le mot contre ses limites. En fait, chez Camus, l'homme révolté, parlant contre l'injustice de la peur, porte le premier principe de la liberté d'expression. Camus explique pourquoi et comment la terreur est liée avec le silence en expliquant avec ces mots. Citation. Entre la peur très générale d'une guerre que tout le monde prépare et la peur toute particulière des idéologies meurtrières, il est donc bien vrai que nous vivons dans la terreur. Nous vivons dans la terreur parce que la persuasion n'est plus possible, parce que l'homme a été livré tout entier à l'histoire et qu'il ne peut plus se tourner vers cette part de lui-même, aussi vrai que la part historique, et qu'il trouve devant la beauté du monde et des visages, parce que nous vivons dans le monde de l'abstraction, celui des bureaux et des machines, des idées absolues et du messianisme sans nuance. Nous étouffons parmi les gens qui croient avoir absolument raison, que ce soit dans leurs machines ou dans leurs idées. Et pour tous ceux qui ne peuvent vivre que dans le dialogue et dans l'amitié des hommes, ce silence est la fin du monde. La rhétorique du pouvoir est devenue la partie de l'idéologie. Toutes les inventions, comme Camus parle ici, et aussi comme on trouve dans le roman de George Orwell intitulé 1984, étaient motivées par la profusion de la terreur. Nous avons des réseaux sociaux dans nos portables en sachant que ce portable innocent écoute toutes nos vies, regarde toutes nos vies et signale aux organisations qui travaillent communément étendues des gouvernements. C'est seulement un exemple. Nous sommes entourés par des machines partout. Et lentement, elles changent nos comportements et la peur est intériorisée. Nous avons l'habitude de se taire parce que nous sommes forcés de seulement regarder et écouter. De plus, nous sommes convaincus encore que ce monde continue à se dérouler comme il faisait depuis toujours. Nos mots ne comptent pas. Autrement dit, comme Camus explique, nous ne croyons pas que nous ayons la capacité de convaincre. Les dirigeants du pouvoir n'ont pas de besoin d'apporter un pistolet à nos mains à chaque fois ils veulent nous forcer de faire un acte particulier. Ils ont institutionnalisé la peur dans nos moyens de communication, c'est-à-dire la technologie. C'est ce que Camus appelle des idéologies meurtrières. Mais c'est pas possible qu'il nous laisse dans l'ombre. Il veut donner ses avis à l'égard de comment on peut sortir cette terreur. Il continue. Citation. Pour sortir de cette terreur, il faudrait pouvoir réfléchir et agir suivant sa réflexion. Mais la terreur, justement, n'est pas un climat favorable à la réflexion. Je suis d'avis, cependant, au lieu de blâmer cette peur, de la considérer comme un des premiers éléments de la situation et d'essayer d'y remédier. Il n'est rien de plus important.
car cela concerne le sort d'un grand nombre d'Européens qui, rassasiés de violence et de mensonges, dessous dans leurs plus grands espoirs, répugnant à l'idée de tuer leurs semblables, fût-ce pour les convaincre, répugnent également à l'idée d'être convaincus de la même manière. Pourtant, c'est l'alternative où l'on place cette grande masse d'hommes en Europe qui ne sont pas d'aucun parti ou qui sont mal à l'aise dans celui qu'ils ont choisi, qui doutent que le socialisme soit réalisé en Russie et le libéralisme en Amérique, qui reconnaissent cependant à ceci et à cela le droit d'affirmer leur vérité, mais qui le refuse celui de l'imposer par le meurtre individuel ou collectif. Parmi les puissants du jour, ce sont des hommes sans royaume. Ces hommes ne pourront faire admettre, entre parenthèses, je ne dis pas triompher, mais admettre leur point de vue, et ne pourront retrouver leur parti que lorsqu'ils auront pris conscience de ce qu'ils veulent et qu'ils le diront assez simplement et assez fortement pour que leurs paroles puissent lier un faisceau d'énergie. Et si la peur n'est pas le climat de la juste réflexion, il leur faut donc d'abord se mettre en règle avec la peur. Qui sont ces hommes sans royaume? Même aujourd'hui, c'est une question pertinente. Au lieu de répondre à cette question, pensez-vous, ou bien précisément, comptez-vous les noms de gens et femmes qui étaient révolutionnaires. À Karbala, juste 60 ans après la mort de Mohammed, chacun connaissait Yazid. Mais la terreur répandue par ses armées permettait le silence à régner, même parmi des amis de Mohammed. Il y avait seulement un rebelle, Hussein, qui défendait la liberté, qui ne prosternait pas devant la peur. À chaque époque, il y a des rebelles à côté de la vérité qui peuvent être comptés sur les doigts. Nous n'avons pas chaque jour un rebelle. Ça prend des siècles pour faire naissance à Hussein. Hussein a battu seul contre la peur. Et une fois il cassa le bruit de la terreur, chaque homme aujourd'hui tourne vers Karbala pour lui présenter ses respects. La différence entre les hommes sans royaume et les rebelles de la vérité est le courage de défendre les valeurs humaines. Comme c'était possible que le fait que même un enfant puisse comprendre comme la règle du monde, qu'il faille pouvoir réfléchir et agir suivant sa réflexion, ne soit pas possible à faire dans ce monde. Les gens qui ne parlent pas devant la terreur soient considérés comme partie des puissances par celui-ci. Bien sûr, celui-ci ont tort, mais comme Camus explique, l'histoire va sceller les vies de celui-là. Les gens qui restent en silence encenchent la vérité avec des mots durs et impitoyables. Après avoir expliqué les contours principaux de la peur et après avoir présenté les valeurs du journalisme sans en nommer même une fois, il nous laisse, comme je vous laisse, à la fin, avec des questions qu'on doit poser à chaque journaliste et à chacun de nous. Citation. Pour se mettre en règle avec elle, il faut voir ce qu'elle signifie et ce qu'elle refuse. Elle signifie et elle refuse le même fait. Un monde où le meurtre est légitime et où la vie humaine est considérée comme futile. Voilà le premier problème politique d'aujourd'hui. Et avant de venir au reste, il faut prendre position par rapport à lui. Préalablement à toute construction, il faut aujourd'hui poser deux questions. Oui ou non, directement ou indirectement, voulez-vous être tué ou violenté? Oui ou non, directement ou indirectement, voulez-vous tuer ou violenter?
Tous ceux qui répondront non à ces deux questions sont automatiquement embarqués dans une série de conséquences qui doivent modifier leur façon de poser le problème. Mon projet est de préciser 2 ou 3 seulement de ces conséquences. En attendant, le lecteur de bonne volonté peut s'interroger et répondre. Merci tout le monde.